qu'aujourd'hui, on prenne conscience que, à l'heure du mois d'octobre 2022, on est vraiment sur une bifurcation dans une nouvelle ère. On est sur quelque chose d'absolument nouveau, à laquelle la France n'était absolument pas prête. La France a toujours vécu des variabilités, une variabilité naturelle du climat. On a toujours connu de grandes sécheresses, de grands crues, des crues bien plus importantes que la crue de la Seine de 1910 quand on remonte dans l'histoire. En 1303, on traversait le Rhin à pied sec, pour vous donner un ordre d'idée. On a eu des petits âges glaciaires et des périodes très chaudes au Moyen-Âge. La Révolution française était elle-même initiée par un phénomène de sécheresse et des vagues de chaleur. Donc on voit là que l'histoire de la France a toujours vécu et s'est toujours adaptée à ces questions. Là, on est en train de vivre quelque chose d'absolument nouveau, déjà en termes de rythme. On est vraiment sur un phénomène auquel on n'était absolument pas prêt. Et je crois que ce qui doit le plus nous inquiéter, c'est absolument pas l'été qu'on vient de vivre, qui pourtant a permis une prise de conscience, mais c'est l'automne qu'on est en train de vivre. Parce que le mois d'octobre 2022, qui devrait s'avérer être le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de la France, nous raconte un nouveau niveau atteint. La ville de Toulouse, qui était à 29 degrés hier, la ville en Corse, on avait 31-32 degrés ce week-end. Et donc, il faut comprendre qu'on est sur une anormalité sur le plan climatique. On a quasiment 10 degrés d'écart avec la normale saisonnière. Et 10 degrés, ça change tout. Alors ça se voit beaucoup moins, et c'est très très agréable à l'automne, mais ça se voit beaucoup plus sur nos organismes, sur les taux de mortalité, sur le nombre d'hospitalisations et sur l'ensemble des infrastructures, parce qu'en réalité, on est tous absolument sensibles à la chaleur, que ce soit nos organismes, mais aussi nos bâtiments. Donc avec la sinistralité qui a été extrêmement marquée par ces périodes de sécheresse, et en réalité, c'est tous nos territoires qui sont vulnérables à cette question-là. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est d'essayer de prendre un tout petit peu de hauteur et de recul sur ces dernières années et comprendre que ce n'est pas l'année 2022 qui a changé les choses. C'est vraiment une situation qui est en train de s'installer, qui prend son temps. En 2017, la sécheresse a été historique. Elle a duré jusqu'au 26 décembre 2017. Et on a basculé en l'espace d'une semaine sur 3 semaines de précipitations intenses qui ont généré les crues de janvier 2018 sur la Seine notamment. Mais il faut comprendre que cette pluviométrie qui est tombée en janvier, elle-même était un record absolu. C'est-à-dire qu'on était sur le double quasiment de la pluviométrie que l'on a eue lorsque l'on a eu la crue de janvier 1910. Le double. La différence, c'est qu'on a des infrastructures hydrauliques, on a effectivement des grands barrages écrêteurs qui, à l'amont, permettent de retenir 810 millions de mètres cubes. Et donc, on n'a pas eu les mêmes résultats sur le territoire, même si on a eu des dommages. Donc, on a su quand même, au fur et à mesure, construire une société de plus en plus résiliente à ces grands événements. Par contre, on s'attendait, avec un hiver 2018 particulièrement pluvieux, un excédent dans les recharges des nappes phréatiques de plus de 30%, on imaginait qu'on allait plutôt être serein en démarrant 2018. Et ça, c'était sans compter le fait qu'en juillet 2018, on a eu 3 semaines de canicule. Et donc, on met la France sous un sèche-cheveux. Et ce sèche-cheveux, il permet d'évaporer effectivement les sols avec des dommages agricoles. Il a une atteinte directement sur le bâti, il a bien entendu une atteinte directement sur nous, mais cette année 2018 a fini par être une nouvelle année historique de sécheresse, avec un scénario totalement différent que celui de l'année précédente. Et puis, 2019, c'est vraiment le mois de juin qui nous raconte encore quelque chose de nouveau. Juin 2019, on découvre qu'on peut avoir 42 degrés à Paris et que nos systèmes de climatisation ont leurs limites. Et qu'à un moment donné, on n'est pas capable de les dépasser. On l'a très bien vu dans nos hôpitaux parisiens. On l'a vu notamment dans des bâtiments qui ne sont pas adaptés à ces températures lorsqu'on a dû reporter l'épreuve des brevets des collèges, qui est quand même assez symptomatique de notre inadaptabilité, j'ai envie de dire. Et c'est une vraie question qu'on doit se poser. Mais si on regarde, en réalité, le mois de juin 2017, 2 années plus tôt, on avait déjà une vague de chaleur au mois de juin. On avait 96% du territoire qui était touché par une vague de chaleur. Sauf qu'on était en niveau de vigilance canicule jaune, à parfois orange.
Et puis on a commencé à basculer sur du orange un peu plus largement et quelques petites pointes rouges. Et cette année, au mois de juin, on s'est retrouvé avec une grande partie de la France, avant même le jour de l'été, avec une France qui vivait une canicule en niveau rouge. La différence de cette année et des années précédentes, parce que 2020 a été l'année la plus chaude jamais recensée, je parlerai de 2021 qui est une année très particulière, et donc la différence c'est que cette année nous n'avons pas eu de recharge de nos nappes hivernales. Et quand vous parliez, vous évoquiez la question du fait que du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, on allait avoir des anomalies de température et ces vagues de chaleur. On a eu des non-hivers ces dernières années. On a trop eu l'image d'une France qui allait se transformer tranquillement, sereinement, où le changement climatique viendrait du Maroc tranquillement, traverserait l'Espagne, que le Bordelais, on finirait par le faire en Champagne, puis on ferait sans doute du champagne en Grande-Bretagne. Certains étaient déjà en train d'investir dans les terres. Sauf que cette année, on a eu plus de 40 degrés en Grande-Bretagne. Toutes les personnes qui nous disaient, moi, combien de personnes sont venues me voir en me disant « Vous inquiétez pas, changement climatique, j'ai acheté mon petit lopin de terre en Bretagne, tout va bien. » Et donc, on a très bien vu que la Bretagne avait dépassé les 40 degrés. Donc, je crois que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il va falloir changer et il faut que l'on ait un cerveau agile. On n'a pas le choix. C'est quelque chose qui est essentiel. Et tout à l'heure, vous me demandiez dans les villes et dans les champs. Il y a des questions essentielles qui se posent et il y a notamment des paradoxes. Il faut végétaliser massivement les villes, on n'a pas le choix. Pourquoi ? Parce que l'arbre est le meilleur climatiseur naturel qui existe. Son objectif, c'est de rafraîchir l'air. Donc, il marche très bien sur les îlots de chaleur, tout fonctionne. Sauf que si on végétalise massivement des villes, et on l'a vu avec des villes qui ont investi ces dernières années massivement dans cette stratégie territoriale, et que derrière, on a un arrêté préfectoral qui interdit d'arroser ces espèces d'arbres qui viennent juste d'être plantés, eh bien, c'est tout un ensemble de végétalisation qui meurt. Et donc, ça signifie que lorsqu'on a moins d'eau, on doit prioriser cette eau. On doit réfléchir à qui on doit donner cette eau. Est-ce qu'on la donne à la végétalisation pour limiter ces îlots de chaleur urbains? Est-ce qu'on la conserve pour des usages? Et donc, vous voyez, c'est cette réflexion-là qu'il faut qu'on pose ensemble. Fin de l'abondance de l'eau, ça semble un constat. Ou trop d'abondance, d'ailleurs. Sobriété, donc de mise, comme dans d'autres domaines. C'est combien? 5000 à 7000 litres d'eau. Le chiffre est toujours impressionnant que nous utilisons quotidiennement. Oui, alors là, on est sur quelque chose qui est... Pour donner quand même cette notion d'abondance. Parce que, en fait, là, je vous ai parlé des sécheresses en France. Mais si on regarde... Et ça a été évoqué tout à l'heure, la Chine vient de vivre une sécheresse historique, les géants mondiaux que sont de l'eau, que sont le Canada ou le Brésil, viennent de vivre des sécheresses historiques. Le Brésil va jusqu'à 71% d'utilisation de son énergie fournie directement par ses barrages électriques. En Chine, on a des territoires comme le Sichuan, je crois qu'on monte à plus de 90% d'énergie fournie par les barrages hydroélectriques. Ces barrages hydroélectriques sont vides. Donc en Chine, ce qui se passe, c'est que directement, on va avoir un arrêt des usines, 2 jours par semaine dans un premier temps, parfois complètement, parce que si on n'a plus d'eau, bien souvent, on n'a plus d'énergie derrière. Et donc, ça veut dire que c'est toute la supply chain qui, derrière, va être particulièrement touchée, et c'est nos ordinateurs qui vont être délivrés avec plusieurs mois de retard. Donc, c'est une économie complète qui nous montre notre dépendance aux sécheresses d'ailleurs. Et dans notre quotidien, en réalité, au-delà de la douche ou du bain, on a tous très bien compris l'usage de l'eau ou d'arrêter son robinet quand on se lave les dents. En fait, derrière, la vraie question, c'est l'eau qu'on utilise d'ailleurs. Et comment on est dépendant de cette eau d'ailleurs? Eh bien, on est dépendant de cette eau à travers notre nourriture. On est dépendant de cette eau à travers nos habits. Alors, dans nos habits, ça va être plutôt des nappes qui vont être prélevées massivement en Inde pour fournir les industries textiles. Dans nos assiettes, ce sont tous les aliments importés qui ont été utilisés pour produire nos aliments. Mais si on regarde les États-Unis, la Californie, qui est le premier État exportateur aux États-Unis sur le plan agricole, a été construit, fondé pour ça. C'est-à-dire que ces chemins, ces voies ferrées, tout a été fait pour une exportation agricole sur les États-Unis. Eh bien, 80% de l'Américain moyen mange à partir
de ce qui est produit en Californie. Mais si on a une chute drastique des rendements en Californie, il va se servir sur le marché international, parce que l'eau, c'est un bien qui a beaucoup de mal pour pouvoir bouger, mais par contre qui se balade très bien dans le libre-échange. Et donc, il faut comprendre à ce moment-là à quel point on est dépendant de cette eau d'ailleurs. Et quand on parle résilience, et qu'on doit mettre en place une stratégie de résilience, il faut qu'on construise cette résilience en étant le plus indépendant possible, en se nourrissant majoritairement dans notre assiette à partir de chez nous, en s'habillant à partir de chez nous. Et donc c'est toute notre économie qu'on doit repenser à partir de nos usages et de cette eau qui est cachée, mais en réalité qui parle d'effondrement dans les endroits où il n'y a plus d'eau.